cette analyse prospective de l'Institut géopolitique Horizon. On se penche aujourd'hui sur un document récent de l'IGH, Sahara occidental marocain, anatomie d'un basculement diplomatique. Oui, et il couvre une période assez dense, septembre 2024 à septembre 2025. Exactement. Une période qui semble marquer ce que notre analyse appelle une inflexion majeure dans la gestion onusienne de ce dossier. Tout à fait, une inflexion, et elle s'articule autour de, disons, 3 dynamiques qui convergent. C'est assez frappant. Ah oui, lesquelles? Mais d'abord, il y a eu l'échec d'une tentative américaine, une médiation directe entre Rabat et Alger. Ça n'a pas marché. D'accord. Et ensuite? Ensuite, on observe un repositionnement doctrinal vraiment très net de l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU, Staffan de Mistura. Ça, c'est clé. Et enfin, 3e point, une sorte de consolidation. Oui, un consensus international qui se dessine autour du plan d'autonomie marocain. Il est vu de plus en plus comme la seule base, la seule issue réaliste en fait. Très clair. Alors, notre objectif ici, c'est, comme toujours à l'IGH, d'explorer les connexions, comprendre les enjeux, comprendre ce basculement potentiel. Exactement. On va donc regarder pourquoi cette médiation américaine a échoué, comment ça a pu influencer le cadre onusien, et puis bien sûr ce qu'on peut attendre de la résolution du Conseil de sécurité, celle prévue fin octobre 2025. C'est le point d'orgue attendu. Commençons peut-être par cette initiative américaine, celle qui n'a pas abouti. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Volontiers. Alors, on est vers le milieu de l'année 2025. L'administration américaine, à travers un conseiller spécial, Massad Boulos, Oui, je vois. a tenté une approche vraiment bilatérale. Directe, Maroc-Algérie. L'idée de fond, c'était assez clair. Il fallait court-circuiter le processus onusien, Pourquoi? jugé inefficace. Inefficace, enlisé depuis des années. Voilà, c'était l'analyse américaine. Il fallait essayer autre chose. Et cette approche, si on lit bien l'analyse, elle reposait sur une logique très transactionnelle, c'est le terme utilisé. C'est ça. Transactionnel. En gros, il s'agissait de mettre sur la table, pour Alger, des avantages assez conséquents. Économiques, sécuritaires. Du concret donc. Très concret. On parle d'un accès peut-être facilité au marché algérien pour certaines entreprises américaines, une coopération militaire plus poussée. D'accord? Et la contrepartie demandée à Alger? C'était un pivot majeur. Accepter le plan d'autonomie marocain comme la seule base de discussion. Et donc, logiquement, abandonner le soutien historique au référendum et au Polisario. Un changement de paradigme complet pour Alger. Exactement. Mais la tentative a fait long feu. Refus catégorique. Pourquoi ce blocage? Qu'est-ce qui rend cette position algérienne si rigide au fond? Ce refus, il faut comprendre qu'il s'explique par des facteurs très profonds. Ça va bien au-delà d'une simple négociation diplomatique. C'est-à-dire? Il y a bien sûr des considérations de politique intérieure, des tensions, une légitimité politique parfois fragile. Mais le vrai nœud, le point névralgique, ça reste le rôle historique du soutien au Polisario. Ah oui, depuis 1975. Depuis 1975, c'est devenu un pilier, un dogme de la politique étrangère algérienne. C'est aussi un instrument de légitimation pour le pouvoir militaro-sécuritaire. Presque un marqueur identitaire, vous savez. Donc céder là-dessus. Céder là-dessus, ça équivaudrait à reconnaître un échec stratégique, un échec de 50 ans. Politiquement, pour le régime en place, c'était juste inenvisageable. Je comprends mieux. C'est ancré très très profondément. Alors, face à ce refus algérien, comment Washington a réagi? Quelle a été la manœuvre suivante? Eh bien, une manœuvre assez habile, en fait. Plutôt que de s'obstiner dans une voie bilatérale qui était clairement une impasse, Oui. Les États-Unis sont revenus vers le cadre multilatéral, vers l'ONU. Mais pas pour revenir à la case départ, j'imagine. Non, pas du tout. L'objectif était différent. Il s'agissait d'utiliser ce cadre onusien, ce levier pour, pousser à un réalignement de l'envoyé personnel, Staffan de Mistura. Le pousser vers quoi? Le pousser vers la ligne du plan d'autonomie marocain. Ah, d'accord. Ce qui, stratégiquement, c'est assez malin. Ça permet de préserver une façade multilatérale. Exactement. On sauve les apparences. Tout en orientant discrètement mais fermement le processus vers la solution que Washington privilégie. Ça évite d'apparaître comme celui qui impose une solution unilatérale. Précisément. C'est ça. Et ça nous amène tout droit au parcours de Staffan de Mistura lui-même. Oui. Racontez-nous. Nommé fin 2021, c'est ça? Oui, octobre 2021. Au début, il a exploré les voies classiques, le compromis, la discussion. Le travail habituel d'un envoyé spécial. Voilà.
Puis face au blocage qui persistait, il a avancé une idée, fin 2024, assez audacieuse, la partition du territoire. La partition, ça n'a pas dû plaire à grand monde. Rejetée immédiatement, par tout le monde. Maroc, Algérie, Polisario, non. Et il était même question qu'il démissionne, qu'il jette l'éponge si rien ne bougeait dans les 6 mois. Et pourtant, contre toute attente, au printemps 2025, il est reconduit dans ses fonctions. C'est là que ça devient vraiment intéressant, non? Tout à fait. Cette reconduction, elle n'est pas anodine du tout. Elle coïncide, comme le montre notre analyse, avec un changement de cap assez net. Et qu'est-ce qui a provoqué ce changement? Ce qui est fascinant, c'est ce qui s'est passé en coulisses. L'analyse pointe des échanges déterminants entre de Mistura et des émissaires américains, notamment une diplomate, Lisa Kenna. D'accord. Et ces discussions ont abouti à quoi? Elles ont abouti à une feuille de route, disons, revue et corrigée pour de Mistura. L'idée, c'était, on met de côté les options jugées irréalistes ou dépassées. Le référendum, la partition. Exactement. Et on se concentre exclusivement sur le plan d'autonomie marocain, vu comme le seul cadre de négociation viable désormais. Un recentrage très clair. Et ce changement de logiciel, il s'est manifesté publiquement peu après, c'est ça? Oui, de façon assez éclatante même. Le moment clé, c'est son intervention au think tank italien ISPI, début septembre 2025. Qu'a-t-il dit de si important? Pour la première fois de manière aussi explicite, un envoyé de l'ONU pour le Sahara a affirmé que le conflit opposait principalement 2 États, le Maroc et l'Algérie. Principalement 2 États. Et le Polisario dans tout ça. Et c'est là le détail crucial. Il a décrit le Polisario comme un simple groupe dans cette dynamique interétatique. Ah oui, groupe. Pas représentant du peuple sahraoui. C'est une nuance de taille. Énorme. Arrêtons-nous un instant sur cette reformulation. Sa portée, elle est considérable. En quoi c'est une rupture? Expliquez-nous. Selon notre analyse, c'est une rupture à 3 niveaux. Premièrement, ça sape, ça délégitime fortement la prétention du Polisario à être l'unique représentant légitime d'un peuple sahraoui. D'accord. Deuxièmement, Ça met fin à des décennies d'ambiguïté, une ambiguïté un peu calculée de l'ONU, sur la nature réelle du conflit, qui est fondamentalement une rivalité entre États. et le troisième niveau? Troisièmement, et ça, politiquement, c'est très lourd de sens, ça désigne l'Algérie comme acteur central et co-responsable direct de l'impasse. On sort de la fiction où l'Algérie n'était qu'un pays voisin concerné. C'est une charge politique assez directe, en effet. Et cette nouvelle ligne, est-ce qu'elle a été confirmée par la suite, sur le terrain diplomatique? Oui, tout à fait. Lors de sa tournée qui a suivi, notamment sa visite à Alger mi-septembre 2025. Sa rencontre avec le ministre d'État Ahmed Attaf. Et qu'est-ce qui en est ressorti? L'intransigeance algérienne, qui a consisté en gros à répéter la position traditionnelle sans vraiment tenir compte de ce nouveau contexte, de ce virage de Mistura. Ce qui a eu quel effet? Un effet paradoxal en fait. Ça a renforcé la légitimité du virage pragmatique de Mistura, face à ce qui apparaissait comme une posture un peu figée, presque hors du temps. L'alignement sur le plan d'autonomie semblait la seule voie logique qui restait. Exactement. La seule option pragmatique face à une rhétorique jugée obsolète par de nombreux acteurs. Plie uniquement comme une question de décolonisation inachevée. Oui, cette grille de lecture historique. Et on recadre le dossier comme ce qu'il est aussi et peut-être surtout une rivalité géopolitique régionale au Maghreb. Exactement. Une question de pouvoir, d'influence, de stabilité régionale. Et ce repositionnement onusien, il faut bien voir qu'il ne s'est pas fait hors sol. Il s'inscrit dans un contexte international plus large. Oui, vous parliez des alertes et signaux faibles. C'est ça. Plusieurs signaux, comme les appelle notre document, qui allaient dans le même sens, qui renforçaient cette tendance. Alors, parlons de ces signaux. Évidemment, la position des autres membres permanents du Conseil de sécurité, c'est crucial. La Chine, par exemple. Quelle est son attitude? La Chine, c'est un cas intéressant. Pékin n'a jamais reconnu formellement la souveraineté marocaine sur le Sahara. Ça, c'est clair. Traditionnellement prudente. Très prudente. Toutefois, il y a eu cette visite du ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, à Pékin en septembre 2025, et elle a débouché sur un mémorandum d'entente pour un dialogue stratégique. Ce n'est pas anodin. Non, ce n'est pas rien. La Chine, ce qui l'intéresse avant tout, c'est la stabilité régionale. Pour sécuriser ses investissements, qui sont importants au Maroc, On parle de quel montant? plus de 2 milliards de dollars investis rien qu'en 2024. Surtout dans les énergies vertes, les infrastructures portuaires. Donc ce dialogue stratégique institutionnalisé Pourrait se traduire par quoi concrètement au Conseil de sécurité?
Peut-être par une attitude de neutralité bienveillante, voire un soutien discret lors du vote d'octobre. En tout cas, probablement pas un blocage. Intéressant. Et la Russie, souvent perçue comme plus proche d'Alger historiquement. Est-ce que les lignes bougent aussi de ce côté-là? Effectivement, les lignes semblent bouger. Il y a eu cet entretien téléphonique, Bourita-Lavrov, début septembre 2025, en préparation d'une commission mixte. Moscou observe attentivement. Qu'est-ce qu'ils observent? Il voit que le Polisario, soutenu par Alger, perd du terrain diplomatique. Il voit aussi qu'Alger, surtout depuis la guerre en Ukraine, se tourne davantage vers l'Europe pour ses contrats énergétiques, peut-être un peu moins vers Moscou sur certains aspects. Mhm. Et la Russie, elle est très attachée au principe de souveraineté, historiquement méfiante vis-à-vis des séparatismes soutenus de l'extérieur. Donc elle pourrait trouver un intérêt à ne plus s'opposer systématiquement à une solution, comme l'autonomie, qui marginalise le Polisario. Donc, un vote favorable de la Russie n'est plus à exclure. Ce serait une première? Ce serait une première sur une résolution de ce type, oui. Ce n'est plus à exclure. D'accord. Au-delà de ces deux grandes puissances, quels autres éléments venaient conforter cette tendance de fond en faveur de l'autonomie? Il y en a plusieurs qui méritent d'être notés. D'abord, une certaine fébrilité du côté du Polisario. Comment ça? On l'a vu à travers des incursions en Mauritanie, à Le Briga en juin 2025, à Mélacha en septembre. Une sorte de stratégie du harcèlement, un peu désespérée peut-être, qui montre une forme d'impasse. Et la réaction mauritanienne? Ferme. Nouakchott a sécurisé ses zones, envoyé des renforts. Ça montre aussi une volonté claire de ne pas se laisser entraîner dans le conflit. On a aussi une pression continue du côté américain, au niveau législatif cette fois? Tout à fait. Il y a ce projet de loi, le HR 4119, déposé au Congrès américain par Joe Wilson mi-2025. Il vise carrément à désigner le Polisario comme organisation terroriste. Même s'il n'est pas encore voté. Le signal politique est fort. Et Wilson a d'ailleurs réitéré ses accusations en septembre, qualifiant le Polisario d'organisation terroriste. Certaines sources évoquent même la possibilité d'un décret présidentiel, un executive order, après le vote au Conseil de sécurité en octobre. Ça met une pression supplémentaire. Et sur le continent africain, la dynamique semble aussi plutôt favorable au Maroc, non? Oui, très nettement. La consolidation des soutiens au plan d'autonomie est assez claire. On l'a vu lors de la réunion du comité de décolonisation de l'ONU, le comité des 24, en juin 2025. Quel pays par exemple? Plusieurs pays africains clés. La Sierra Leone, la Gambie, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, ils ont tous réaffirmé leur appui au plan marocain. Le Paraguay a même annoncé son intention d'ouvrir un consulat à Laayoune ou Dakhla. Et il faut rappeler qu'il y a déjà plus de 30 consulats ouverts dans ces villes. Exactement, majoritairement des pays africains et arabes. C'est une forme de reconnaissance de facto sur le terrain de l'administration marocaine. Donc si on récapitule, tous ces signaux, le repositionnement de Demistura, les attitudes chinoises et russes, les actions du Polisario, ma pression américaine, les soutiens africains, tout ça semble pointer dans la même direction. Oui, vers un renforcement très net de la dynamique en faveur du plan d'autonomie marocain et, corrélativement, un isolement qui semble croissant pour l'Algérie et le Polisario sur ce dossier spécifique. Ce qui nous amène assez logiquement à anticiper le rendez-vous crucial de fin octobre 2025, le vote annuel du Conseil de sécurité sur le Sahara. Le moment de vérité, en quelque sorte. D'après les informations qui remontent, d'après notre analyse, ce vote pourrait être bien plus qu'une simple routine cette année. La majorité requise, 9 voix sur 15, elle semble à portée de main pour une résolution qui marquerait vraiment un tournant. C'est très probable, oui. On a les 3 membres permanents occidentaux, États-Unis, France, Royaume-Uni, qui soutiennent désormais explicitement une solution basée sur l'autonomie sous souveraineté marocaine. Le Royaume-Uni a basculé plus récemment. Occidental aligné sur cette position. Et comme on vient de le voir, la Chine et la Russie, qui n'ont jamais utilisé leur veto sur ce dossier par le passé, pourraient cette fois opter pour une abstention, disons, bienveillante. Ou même, qui sait, un vote favorable. En tout cas, pas de blocage attendu de leur part. Dans ce contexte, l'Algérie, qui est membre non permanent du Conseil pour 2024-2025, risque de se retrouver très isolée. Son éventuel vote contre serait surtout symbolique. Il n'empêcherait pas l'adoption de la résolution si la majorité est atteinte. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'elle pourrait contenir cette résolution pour qu'elle marque un tel basculement? L'analyse de l'IGH pointe 3 transformations majeures possibles. La première, et c'est vraiment le cœur du réacteur, ce serait la consécration définitive et explicite du plan d'autonomie marocain comme base exclusive des négociations futures. Base exclusive.
Ça veut dire quoi exactement? Ça signifierait la disparition des références, même les plus vagues, au référendum d'autodétermination. Ces références qui figuraient encore de manière plus ou moins formelle dans les textes précédents. Le message serait clair, la seule voie, désormais, c'est l'autonomie. On tourne la page du référendum. D'accord. Première transformation. L'autonomie comme base exclusive. La deuxième? Elle concernerait le rôle même de la mission de l'ONU sur place, la MINURSO. Son mandat changerait? Précisément, il serait redéfini. On passerait d'une mission qui était initialement conçue pour surveiller un cessez-le-feu et organiser un référendum qui n'a jamais eu lieu, À une mission qui ferait quoi? une mission d'accompagnement. Accompagnement de la mise en œuvre du processus d'autonomie. Ce serait un changement fondamental de sa raison d'être. Et ça pourrait même aller jusqu'à un changement de nom. Oui, l'acronyme MANSA-SO, Mission des Nations Unies pour l'accompagnement du statut d'autonomie au Sahara occidental, a été évoqué dans certaines discussions, d'après nos sources. Ce serait une manière très symbolique d'acter l'abandon définitif du paradigme référendaire. Très clair. Et le troisième point de transformation attendu dans cette résolution? Elle pourrait fixer un calendrier, peut-être indicatif au début, sur 2 ou 3 ans, disons, pour les étapes concrètes de mise en œuvre de l'autonomie. Quelles étapes? Est prêt à s'engager dans ce cadre, ainsi que la société civile locale, les élus. Pour assurer une certaine inclusivité. Voilà. Ensuite, la négociation des détails de l'autonomie, les compétences, le budget, etc. Et enfin, son institutionnalisation progressive. D'accord. Face à une telle résolution, si elle est adoptée, quelles seraient les réactions les plus prévisibles? Commençons par Alger. Alors, côté algérien, on peut s'attendre à une réaction très, très virulente. Une dénonciation d'un coup de force, des accusations contre les puissances occidentales, peut-être des menaces de réduire sa participation à certaines activités onusiennes. Une rhétorique très forte. Oui, mais derrière cette rhétorique, ce serait surtout, il faut bien le voir, l'aveu implicite d'un échec stratégique majeur, après des décennies d'investissements politiques et diplomatiques considérables sur ce dossier. Ce serait difficile à masquer. Et le Polisario? Pour eux, ce serait quoi les conséquences? Pour le Polisario, ce serait une crise existentielle. Vraiment. Dépossédé de sa légitimité onusienne comme interlocuteur principal et représentant unique, le mouvement serait confronté à des choix très difficiles. Lesquels? Soit une radicalisation militaire résiduelle, mais probablement sans issue, faute de soutien international clair et face à la supériorité marocaine, soit une tentative de reconversion politique. C'est-à-dire? Essayer de participer, d'une manière ou d'une autre, au processus d'autonomie tel que défini par le Maroc et encadré par l'ONU. Ou alors, troisième option, plus sombre, une désintégration progressive, faute de perspective et de soutien tangible. Des choix cornéliens. Et pour les voisins directs dans la région, comme la Mauritanie? La Mauritanie, elle, accueillerait sans doute cette clarification avec soulègement. Nouakchott espère une stabilisation à sa frontière nord. Ça lui permettrait de normaliser ses relations avec Rabat et surtout de tirer profit des projets économiques comme ce fameux corridor routier Dakhla-Nouadhibou. Et les autres voisins? Tunisie, Libye? Eux, ils sont généralement plus en retrait sur ce dossier. Ils s'aligneraient probablement sur la nouvelle donne internationale sans trop d'état d'âme. L'essentiel pour eux, c'est la stabilité régionale. D'accord. Et côté marocain, si la résolution passe, on peut imaginer une action rapide. Oui, l'analyse suggère que dès novembre 2025, Rabat pourrait bouger vite, annoncer la mise en place concrète des institutions régionales prévues dans son plan d'autonomie. Pour lancer rapidement le processus consultatif. Exactement, montrer que ça avance. Et il y a aussi, de la part du Maroc, une volonté affichée de présenter ce modèle d'autonomie comme une application de son projet plus large de régionalisation avancée. Pas juste pour le Sahara, mais pour tout le royaume. C'est un enjeu de politique intérieure aussi. Projetons-nous un peu plus loin maintenant. Si cette résolution est adoptée fin octobre 2025, comment pourrait se dérouler concrètement cette phase de mise en œuvre dans les mois, voire les années suivantes ? Alors, le scénario central, qui est envisagé dans notre document, il table sur un processus en plusieurs phases, qui pourrait s'étaler, disons, jusqu'à fin 2027. Première phase ? Première phase, assez rapide, fin 2025, début 2026, ce serait l'institutionnalisation côté marocain. Mise en place du conseil régional prévu par le plan, création de commissions thématiques, lancement des consultations populaires. Avec un enjeu majeur sur la représentativité, j'imagine. Absolument.
L'enjeu sera d'assurer une représentativité qui soit perçue comme légitime par la population locale et par la communauté internationale. Donc, inclure diverses composantes de la société locale, les élus, la société civile, et peut-être même, comme on disait, des éléments modérés issus du Polisario qui accepteraient de jouer le jeu. D'accord. Phase 1, institutionnalisation. Ensuite, durant la première moitié de 2026, ce serait la transformation progressive de la présence onusienne sur place. La Vigne Urso ou sa remplaçante? Oui. Suite à un rapport attendu du secrétaire général, on verrait probablement ses effectifs réduits, son mandat ajusté. Elle se concentrerait sur l'observation du processus de mise en œuvre de l'autonomie, la facilitation du dialogue, peut-être le suivi des droits humains, un rôle plus technique, moins politique qu'avant. Moins centré sur le conflit lui-même. Et la dernière phase? La dernière phase, ce serait la plus longue, de mi-2026 à fin 2027 environ. Ce serait la négociation des détails concrets de l'autonomie. C'est-à-dire? Quelles compétences exactes pour la région autonome? Quelles compétences resteront à Rabat? Quelles compétences seront partagées? Quel budget pour la région? Quel statut pour la culture hassani? Comment régler les différences éventuelles entre la région et l'État central? Beaucoup de détails techniques et politiques à régler. Énormément. Et tout cela se ferait sous observation de l'ONU. L'objectif final étant d'aboutir à un statut définitif. Ce statut pourrait être validé localement par une forme de consultation ou de référendum. Mais attention, Oui. un référendum qui porterait sur l'acceptation du cadre d'autonomie proposé et non plus sur la question de l'indépendance. C'est une différence fondamentale. Comporte des risques. Quels sont les principaux points de friction, les points de rupture potentiels qui pourraient faire dérailler cette feuille de route? L'analyse en identifie 3 principaux. Le premier risque, c'est celui d'une radicalisation militaire d'une frange du Polisario. Ceux qui refuseraient catégoriquement le plan d'autonomie. Exactement. Peut-être encouragé par des éléments durs à Alger qui refuseraient le fait accompli. Les incidents récents en Mauritanie montrent que ce risque n'est pas juste théorique. Et comment y faire face? Ça nécessiterait une réponse ferme, mais proportionnée, de la part du Maroc et de la Mauritanie pour contenir ces actions sans provoquer une escalade régionale incontrôlable. C'est un équilibre délicat. D'accord. Premier risque, radicalisation résiduelle. Le deuxième, Le deuxième risque potentiel, il est lié à l'Algérie elle-même. L'instabilité politique interne. c'est-à-dire Un régime algérien qui se sentirait fragilisé, pour des raisons internes, pourrait être tenté de réactiver la carte saharienne, de jouer sur la fibre nationaliste pour mobiliser sur le plan intérieur en désignant un ennemi extérieur. C'est un classique. ou à l'inverse. À l'inverse, un changement de régime en Algérie, même si c'est peu probable à court terme, soyons clairs, pourrait potentiellement ouvrir une fenêtre pour une normalisation régionale. Mais ça reste très spéculatif. La dynamique interne algérienne est une inconnue majeure dans l'équation. D'accord. Et le troisième facteur de risque identifié? Le troisième, ce sont les répercussions sécuritaires possibles dans la région du Sahel, au sens large. Comment ça? La marginalisation, voire la dissolution progressive du Polisario pourrait conduire certains de ces combattants, des gens désœuvrés mais aguerris militairement, à se disperser et potentiellement à rejoindre les groupes armés djihadistes ou criminels qui pullulent déjà dans les zones grises sahéliennes. Ce qui ajouterait de l'instabilité dans une région déjà très fragile. Exactement. Ça poserait un défi supplémentaire à la sécurité régionale et ça nécessiterait une coopération encore plus étroite entre les pays concernés pour gérer ce flux potentiel. Bien compris. En conclusion de cette analyse, si l'on essaie de synthétiser les éléments clés, l'année 2025 apparaît vraiment comme une année charnière. Une année qui marquerait une inflexion diplomatique majeure sur ce dossier du Sahara occidental qui dure depuis si longtemps. Oui, on assisterait vraiment au passage d'un paradigme à un autre, de l'idée du référendum, qui semble aujourd'hui jugée inapplicable par beaucoup. À celle de l'autonomie négociée, sous souveraineté marocaine, comme seule voie réaliste. Et ce basculement, il semble être le résultat combiné d'une stratégie américaine assez déterminée, qui a su utiliser le levier onusien, et d'une convergence internationale qui semble de plus en plus nette autour de cette solution. La perspective immédiate, c'est donc cette résolution attendue du Conseil de sécurité fin octobre. Elle devrait, logiquement, si notre analyse est correcte, entériner ce changement de paradigme. Oui, c'est l'étape de validation formelle, mais le véritable test y commencera juste après. C'est la mise en œuvre concrète de l'autonomie sur le terrain. Et son succès dépendra de quoi, principalement? Il dépendra crucialement de la capacité du Maroc à mener ce processus de manière inclusive et transparente. Il faudra gagner l'adhésion de la population locale, y compris ceux qui étaient sceptiques ou opposés, et maintenir la confiance de la communauté internationale. C'est un défi politique considérable pour Rabat.
Et pour élargir un peu la réflexion, en guise de conclusion, il y a cette question prospective que soulève notre analyse. Une question qui dépasse le cas spécifique du Sahara. En effet, on peut légitimement se demander si ce basculement, s'il se confirme, ne préfigure pas une évolution plus large, une évolution dans la manière dont la communauté internationale, et notamment l'ONU, aborde les conflits territoriaux qu'on appelle gelés. C'est-à-dire, vers quoi irait-on? Est-ce qu'on n'observe pas une tendance, peut-être discrète mais réelle, à privilégier de plus en plus le pragmatisme géopolitique, à privilégier les solutions d'autonomie négociée, qui semblent offrir une stabilité, même imparfaite, au détriment de principes juridiques historiques, comme le droit à l'autodétermination par référendum. Oui, surtout quand ce principe s'avère dans certains contextes post-coloniaux particulièrement complexes, comme celui-ci, très difficile, voire impossible à mettre en œuvre. Ou même potentiellement source de déstabilisation accrue s'il était appliqué à la lettre. Assiste-t-on à une forme de réel politique qui s'impose dans la résolution des conflits? La question reste ouverte. C'est une tendance à observer de près dans les années à venir, sur d'autres dossiers également. Est-ce une évolution durable ou une adaptation ponctuelle? C'est ce qu'il faudra analyser. Une interrogation fondamentale, assurément. L'Institut géopolitique Horizon continuera, bien entendu, de suivre ce dossier complexe de très très près. Nous prévoyons d'ailleurs une actualisation de cette analyse après la réunion clé du Conseil de sécurité et les développements attendus en fin d'année 2025. Merci d'avoir suivi cette exploration des connexions et des enjeux de ce potentiel basculement diplomatique.